Bon, ben, salut à tous. Je vais essayer de partager mon écran. Hop. Ouais, tu peux partager sans problème. Donc, juste le temps que tu partages, bon, déjà, bonjour à tous. J'espère que ça va bien, que vous êtes en forme. Jusqu'à Diran, quand il y a des gens qui vont se connecter, tu devras les admettre. Ouais, regarde bien chaque Ok. fois dans la barre des étudiants. Voilà. Euh, Deuxième cours aujourd'hui que vous voyez en UE8, qui est l'histoire enfin, qui est en rapport avec le médicament. C'est le troisième cours que vous allez avoir normalement à la fac. Il y a histoire du médicament que vous avez vu hier, définition que vous allez voir dans la semaine. Et aujourd'hui, cours un peu plus difficile, structure et régulation des médicaments, que vous allez voir avec Kadiran du coup. Voilà, et donc la semaine prochaine, on verra les deux derniers cours importants en UE8, c'est aspect clinique et aspect préclinique. Donc, et ça sera bon pour l'UE8, pour le stage de pré-rentrée. Ok, je vous laisse avec Kadiran. Voilà, n'oublie pas d'accepter les Ok, retardataires. ça Et bon marche. cours. Pas de problème. Bon, ben, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de mettre ma caméra juste une seconde. Hop. On va aussi accepter les changements. Est-ce que vous voyez mon écran là actuellement? Ouais. Ok, super. Ouais, c'est parfait. Euh, on va se mettre- Bon, ben, aujourd'hui, on va commencer par un cours qui n'est pas un des plus faciles en UE8. Ça va être un cours sur les structures de régulation du médicament. Est-ce que vous voyez ma caméra aussi là actuellement? Bon, vous me voyez ou pas? Ok, bon, je pense que tout est bon, tout est ok. Avant ça, on va faire un petit point sur ce que c'est que l'UE8. L'UE8, ça va être une UE qui va être vraiment axée sur le médicament et c'est la régulation qu'il y a autour. Euh, dans ce cours-là, on va vraiment voir ça justement, la régulation du médicament avec les différentes institutions. Au concours, pour cette matière, vous allez avoir, il me semble, 12 questions. Ça va être donc en commun avec l'UE9. Donc, vous avez 12 questions sur la partie médicaments et ensuite 28 questions sur la partie BioC, embryo et histo. Pour cette première partie, médicaments, c'est une matière qui n'est pas très compliquée. Donc, c'est assez facile d'avoir des notes plutôt élevées. Il y a 2 ans, par exemple, la moyenne des grands admis était plutôt aux alentours des 18-19 pour cette matière-là. Même si l'année dernière, il était un peu plus compliqué que d'habitude. Donc, c'est une matière pour laquelle il faut vraiment très bien apprendre ses notions et essayer d'avoir le plus possible. Ça peut vraiment faire la différence au concours. Euh, donc, voilà. On va commencer tout de suite par ce cours. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe un monopole pharmaceutique qui est composé de 3 piliers. Tout d'abord, le diplôme de pharmacien. Pour exercer en France, on doit avoir un diplôme qui est soit un diplôme qui va être fourni par l'État français ou un diplôme délivré dans l'un des États membres de l'Union européenne ou de l'espace Schengen. Il existe aussi certains cas où euh, dans des pays, à titre réciproque, des Français peuvent travailler et exercer en tant que pharmaciens. Et donc, inversement, les pharmaciens issus de ces pays peuvent aussi exercer en France. Pour exercer en France, il faut déposer son diplôme à la préfecture du lieu d'exercice et s'inscrire à l'ordre des pharmaciens. Ce qui est important aussi, c'est le lieu d'exercice. On peut travailler soit en officine ou en pharmacie à usage intérieur. Ça peut être les pharmacies d'hôpitaux ou les pharmacies de cliniques. Et bien sûr, il y a un champ d'activité qui est vraiment axé sur la dispensation des produits de santé et plus précisément des médicaments. On va voir donc maintenant les différentes institutions qui existent. On a notamment tout d'abord le ministère des Solidarités et de la Santé. Donc, il va organiser, gérer l'application de la réglementation et définir la politique de santé et prendre des décisions sanitaires. On a par exemple le projet de loi de financement de la sécurité sociale en 2022, qui va être donc une des objectifs de ce ministère des Solidarités et de la Santé. Pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il va avoir chaque année donc le rôle de
de voir les dépenses et prévoir le budget pour l'année à venir, pour les dépenses qui seront liées aux maladies. On a par exemple en 2022 euh, euh, vu de nouvelles opportunités qui ont été mises en place, notamment le plafonnement du prix d'achat de la spécialité qui bénéficie d'une prise en charge au titre de l'accès précoce. Et on a aussi une possibilité pour les pharmaciens, c'est nouveau depuis 2022, de substituer des médicaments biosimilaires aux médicaments biologiques de référence. C'est-à-dire qu'au lieu de donner un médicament donc de référence, on va plutôt donner un médicament qui a les mêmes caractéristiques au niveau du principe actif et les mêmes effets donc, sur l'individu. Ce que vous devez retenir de ce circuit, c'est justement qu'en fait, il va y avoir plusieurs relectures par ces institutions pour pouvoir mettre en place ce projet de financement de la sécurité sociale. On passe ensuite à la Direction générale de la santé, donc la DGS. La DGS, elle a plusieurs missions, notamment de préserver et améliorer l'état de santé général de la population ainsi que diminuer la morbidité. Elle a aussi pour rôle de protéger les personnes des menaces qui pèsent sur la santé, de contribuer à la qualité et à la sécurité du système de santé et de mobiliser et coordonner les partenaires. Quelque chose qui est très important à savoir, c'est que la DGS va s'appuyer sur les, euh, les hautes autorités sanitaires pour pouvoir prendre des décisions, notamment la HAS, donc la haute autorité de santé qu'on verra par la suite. Deuxième institution, il existe aussi la Direction générale de l'offre de soins, donc la DGOS, à ne pas confondre avec la DGS. Elle a été créée dans le cadre de la loi HPST. Donc en 2009, c'est une loi qui était importante parce qu'elle permettait de renforcer le système de santé français. Et la mission principale de cette DGOS, c'est de construire l'offre de soins de demain. Elle a trois objectifs. Pour cela, de promouvoir tout d'abord une approche globale de l'offre de soins avec la notion de parcours patient. Donc, c'est quelque chose qu'on verra juste après. Ça va être, par exemple, les premiers soins qui vont être promulgués par le SAMU ou alors les soins en ville, à l'hôpital et même la continuité des soins, que ce soit au domicile par des infirmières libérales qui vont venir, par exemple, pour faire la continuité des soins chez le patient. Donc, cette DGOS, en fait, elle va englober la globalité du système de soins, que ce soit la prise en charge du patient avant même son arrivée à l'hôpital, jusqu'à son retour chez lui et la continuité des soins. Elle doit donc aussi assurer une réponse adaptée aux besoins de prise en charge des patients et des usagers et garantir l'efficience et la qualité des structures de soins. Voilà, donc là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La DGOS, elle va englober en totalité la prise en charge du patient. Et très important, elle s'appuie sur les ARS, les agences régionales de santé, qui sont très importants et qui ont aussi été créés par la loi HPST. Et en fait, ces ARS ils vont assurer au niveau régional l'organisation de la politique de santé. C'est-à-dire que la DGOS va mettre en place une stratégie nationale de santé, donc le SNS, et l'ARS va traduire cette stratégie nationale en un projet régional. Et ce projet régional va différer selon les régions. Par exemple, on peut se retrouver dans des régions où il y a des déserts médicaux. Et là, les stratégies vont être différentes que des régions qui sont plutôt bien desservies. Voilà, et donc l'ARS a plus objectifs. Et l'objectif le plus important de la S, ça va être justement d'anticiper et gérer les terres. Ça, c'est en lien avec le préfet, vous le verrez notamment en P2. Lorsqu'il y a des situations de crise, c'est le préfet parfois qui va prendre des décisions et mettre en place différents acteurs pour répondre à ces crises. L'ARS a aussi pour objectif d'évaluer et de promouvoir la qualité des formations des professionnels de santé. Donc, on verra tout à l'heure ça avec l'ordre des pharmaciens. Et elle a aussi donc un rôle très important lorsque vous allez par exemple créer un établissement de santé qui possède une PUI, donc une pharmacie à usage intérieur. L'ARS a pour rôle de faire fonctionner cela, c'est-à-dire de, de régulièrement venir inspecter et donner l'autorisation pour mettre en place cette pharmacie à usage intérieur. Donc, les ARS sont très importantes pour la structuration à l'échelle régionale de notre offre de soins et ils ont des missions cruciales pardon, dans notre quotidien.
On va passer maintenant à l'Agence nationale de sécurité du médicament, donc l'ANSM. L'ANSM, auparavant, on appelait ça l'Agence du médicament ou l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle a été créée par la loi Bertrand en 2011 et l'ANSM va remplir les mêmes missions que ses prédécesseurs, sauf que maintenant, elle va avoir plus de pouvoir et des moyens qui vont être renforcés. L'ANSM, c'est un établissement public, mais qui est placé sous la tutelle du ministère chargé de la Santé. On voit même qu'elle bénéficie d'une subvention par les services publics reçus de l'État. Il a deux missions centrales, cet ANSM. C'est d'offrir tout d'abord un accès équitable à l'innovation pour tous les patients et aussi de garantir la sécurité des produits de santé tout au long de leur cycle de vie. Pour l'instant, vous avez des questions ou tout va bien? Non, Vous c'est me bon. dites si Non, c'est bon? Ok. Et donc, cette ANSM, comme je l'ai dit, elle a pour objectif de garantir la sécurité des médicaments tout au long de leur cycle de vie, que ce soit dans les phases précliniques, cliniques, une fois que le médicament a obtenu son autorisation de mise sur le marché, et ensuite avec la phase 4, qui est la pharmacovigilance, où l'ANSM, après que le produit ait obtenu son AMM, va continuer à vérifier si le produit fait gage d'efficacité et de sécurité. Donc, la compétence de la NSM va s'appliquer à divers domaines. Au domaine principalement des médicaments, d'abord, que ce soit pré-AMM ou ensuite avec l'AMM, des produits biologiques, des dispositifs médicaux. Pour rappel, les dispositifs médicaux, c'est différent des médicaments, ça va plutôt être du matériel médical. Ils vont avoir plutôt une action mécanique et non pas une action pharmacologique sur l'individu. La NSM va aussi avoir des actions donc, sur les produits cosmétiques et de tatouage, ainsi que les autres produits de santé, tels que les biocides et les produits diététiques. Donc, pour cela, il a différentes activités. Ces activités vont être tout d'abord d'évaluer de manière scientifique et technique la qualité, l'efficacité et la sécurité d'emploi des médicaments et des produits biologiques à partir de leur dossier d'AMM. En fait, lorsque un laboratoire veut commercialiser un médicament, il va constituer un dossier qu'il va soumettre à l'AMM. Dans ce dossier, l'industriel doit faire preuve de montrer que son médicament respecte les critères de sécurité et d'efficacité. Et une fois que ce dossier est soumis à l'AMM, ce dossier est soumis pardon, à l'ANSM, il va être étudié par des experts pour par la suite obtenir ou non cette autorisation de mise sur le marché. Donc la surveillance, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle va continuer même après que le produit a été mis en vente. Donc on appelle ça la pharmacovigilance. Lorsque c'est au niveau des médicaments, il faut savoir que les centres régionaux de pharmacovigilance, il y en a dans tous les CHU. C'est des centres que vous pouvez appeler lorsque vous avez des questions vis-à-vis des médicaments ou c'est des centres qui sont aussi importants pour les intoxications liées aux médicaments. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la NSM va aussi suivre la vigilance au niveau des dispositifs médicaux, donc on appelle ça la matériovigilance, ainsi que la biovigilance et la cosmétovigilance. Donc pour suivre ces effets indésirables, la NSM va être soumis à des alertes et va émettre des alertes. Donc il est soumis aux alertes ascendantes, des alertes qui vont provenir du terrain. C'est des médecins, des pharmaciens, des sages-femmes qui vont donc alerter l'agence par exemple, si un médecin fait face à un effet indésirable d'un médicament, il est dans l'obligation de prévenir les centres régionaux de pharmacovigilance qui, eux, par la suite, vont venir envoyer une autre alerte à la NSM. Il y a aussi des alertes descendantes. Par exemple, si un industriel se rend compte que son produit n'est pas si efficace que ça au bout de quelques années, il va alerter à l'ANSM. L'ANSM va donc alerter par la suite les médecins et donc les personnels qui vont utiliser ce médicament pour les prévenir des risques qu'il y a autour de ces médicaments. L'ANSM a aussi un rôle très important de contrôle des laboratoires et d'inspection des pharmacies. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque l'industriel va vouloir soumettre son dossier d'AMM, il va directement le donner à l'ANSM. Il existe maintenant aussi des institutions européennes, comme l'EMA, qu'on verra juste après. Et une fois que ce dossier est transmis à l'ANSM, il va être étudié par une commission d'AMM. C'est une commission dans laquelle on va retrouver des experts, que ce soit des médecins,
ou des pharmaciens. Et ces experts-là vont être très contrôlés dans leur lien d'intérêt, c'est-à-dire qu'on va faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de bénéfices à en tirer du fait de donner de l'AMM à un médicament. Par exemple, ces experts-là, on va contrôler s'ils sont en lien avec de l'industrie pharmaceutique. On veut juste qu'ils soient transparents et surtout que pas qu'ils aient un avis biaisé sur l'obtention de l'AMM d'un médicament. Mais Donc attends, voilà, mais comme je l'ai juste, dit. Ouais, dis-moi. les instituts qui vérifient les médicaments, en fait, c'est pas eux qui vérifient de leur plein gré, ils vérifient que quand ils reçoivent une demande. C'est ça. De toute façon, en fait, c'est pas eux qui vont faire la démarche pour commercialiser des médicaments, c'est plutôt les laboratoires qui vont démarcher la NSM pour mettre en place justement, enfin, leur fournir leur dossier dans lequel ils montrent l'efficacité et la sécurité du médicament, qui montre aussi qu'il y a derrière un intérêt à commercialiser ce médicament pour les patients. Et l'AMM, donc la commission de la NSM, va venir étudier ce dossier. Et si le dossier est conforme aux critères de qualité, d'efficacité et de sécurité, ils vont ensuite penser à mettre en place l'AMM. Donc c'est vraiment, pour commercialiser un médicament, c'est le laboratoire qui va vraiment démarcher les différentes institutions. Ça répond à ta question? Ouais, ouais, c'est bon, merci. Ok, super. Euh, donc, une fois que ce dossier d'AMM a été étudié, il peut parfois aboutir donc, à la mise en place d'une AMM, à l'obtention d'une AMM pour le médicament concerné, ou parfois une interdiction en fait, de mise en vente de ce médicament qui ne respecte pas les critères. Il existe maintenant des instances européennes, notamment l'Agence européenne du médicament, c'est l'EMA. Avant, on était obligé de passer par la NSM si on voulait commercialiser un médicament sur le territoire français. Mais maintenant, on peut aussi directement démarcher cette agence européenne du médicament. Concernant le site de la NSM, c'est un site qui va donner des informations très importantes pour tous les professionnels de santé. Et les professionnels de santé sont obligés de consulter en permanence ce site. Euh, voilà, donc là, on vous parle plutôt de l'AMM. L'AMM, en fait, c'est un visa technique qui va montrer que le médicament fait gage de qualité, d'efficacité et de sécurité. On nous va demander, donc c'est écrit ici, que cette efficacité, qualité et sécurité soient prouvées directement par l'industriel et qui va être évaluée donc, par cette commission d'AMM. On a ensuite une autre institution qui est très importante, c'est la HAS, donc la Haute Autorité de Santé. Et là, une des missions qui est très importante, c'est d'évaluer et de recommander des médicaments après qu'ils aient obtenu leur AMM. Ils ont une commission de transparence. Cette commission de transparence, euh, elle aussi, elle ne doit pas avoir de lien avec l'industrie pharmaceutique et elle va étudier de son côté, indépendamment de l'ANSM, d'un point de vue médical et d'un point de vue économique, les différents médicaments qui ont obtenu leur AMM pour ensuite promouvoir, par exemple, les bons usages des produits de santé. Ils doivent aussi veiller à la qualité de l'information médicale et surtout, et le plus important, informer les professionnels de santé, le grand public et donner un avis pour les institutions. On voit que par exemple, la sécurité sociale va aussi se reposer sur la HAS pour savoir si le médicament mérite vraiment d'être pris en charge par la sécurité sociale. Il existe deux dispositifs d'accès pour la prise en charge par l'assurance maladie. On a l'accès précoce. L'accès précoce, ça va viser des médicaments qui répondent à un besoin thérapeutique non couvert, qui sont susceptibles d'être innovants et pour lequel le laboratoire va s'engager à déposer dans les plus brefs délais un dossier d'AMM. Ce dossier est déposé par le laboratoire auprès de la HAS ou des ministères de santé et parfois, mais dans la plupart des cas, on passe surtout pour la HAS. Dans certains cas, ça peut être aussi par l'ANSM, mais c'est plutôt rare. C'est plutôt l'accès compactionnel qui va passer par l'ANSM. L'accès compactionnel, lui, ça va viser des médicaments qui ne sont pas forcément innovants, qui n'ont pas forcément d'intérêt et ne sont pas ne vont pas obligatoirement obtenir l'AMM, mais ils vont répondre de manière satisfaisante à un besoin thérapeutique non couvert. Et donc, c'est l'AMM qui va octroyer cet accès compactionnel. Et parfois, ça peut être à la suite des demandes d'un médecin prescripteur pour un médicament qui n'est pas prescrit de base dans l'indication
considéré, mais qui va répondre donc à un besoin non couvert. Par exemple, on a un médicament pour l'hypertension artérielle. C'est un médicament qui va être utilisé dans la plupart des cas exclusivement pour l'hypertension artérielle, mais on a vu que dans certains cas, il pouvait aider les, les enfants qui avaient des problèmes au niveau des os. Donc ça, c'est un exemple. Et dans ce cas-là, le médecin peut faire une prescription. Il doit noter sur sa prescription que c'est une prescription hors AMM. Donc c'est une prescription qui n'est pas en accord avec les règles de prescription de base. Et cette prescription est considérée comme bénéfique. Il doit être bénéfique pour le patient. Et s'il n'est pas, dans le sens contraire, c'est le médecin qui prend l'entièreté de la responsabilité. Donc, s'il prescrit un médicament dans une indication qui n'est de base pas considérée pour l'AMM, il peut être poursuivi en justice si ça tourne mal pour le patient. Est-ce qu'il faudra connaître genre les dates, le genre article 78, les trucs comme ça? Alors, ce prof, il est vraiment cool parce qu'en début d'année, il va vous dire, une fois que vous allez aller à son cours, ce qui est important de retenir et ce qui ne l'est pas. Et pour mon année, il avait dit de ne pas apprendre les dates ni les articles. On doit juste connaître les différentes institutions, leur rôle. Et, euh, et voilà, c'est tout. On n'a pas forcément de dates à apprendre, même si moi, je vous conseille quand même d'apprendre certaines dates. Les dates que j'ai mis en surligné, ça peut être des dates qui peuvent tomber par exemple, la loi pour HPST de 2009, ce serait quand même assez judicieux, je pense, d'apprendre la date. Même si le prof il dit que ça ne peut pas tomber, c'est des dates qui risquent de tomber. Mais en tout cas, les articles, ça, vous ne les apprenez pas, c'est sûr. Ok, merci. Donc maintenant, on va passer à l'ordre des pharmaciens. L'ordre des pharmaciens a été créé en 1945. Il faut faire très attention parce que ce n'est pas une administration, mais il a un pouvoir disciplinaire. Son pouvoir, il est exclusivement dans le cadre de l'exercice de la pharmacie. C'est-à-dire que l'ordre des pharmaciens ne peut pas vous envoyer en prison. L'ordre des pharmaciens peut seulement vous blâmer ou alors vous retirer votre droit d'exercice. Donc, on voit qu'il y a aussi d'autres professionnels de santé qui ont un ordre professionnel. Il y a l'ordre des médecins, l'ordre des chirurgiens dentistes, l'ordre des sages-femmes, etc. Et donc, cet ordre des pharmaciens est chargé de certaines missions. Et les plus importantes, ça va être notamment d'assurer la défense et l'honneur, ainsi que l'indépendance de la profession, de veiller aussi à la compétence des pharmaciens, donc notamment avec le DPC, c'est le développement professionnel continu. Tous les 6 ans, les pharmaciens, ils remettent à jour leurs connaissances. Ils doivent passer une certification pour dire qu'ils ont, donc qu'ils sont à jour au niveau des connaissances. Donc, ce développement professionnel continu, il est très important, notamment pour le métier de pharmacien. On doit constamment se mettre à jour vis-à-vis des nouveaux médicaments qui sortent ou des nouvelles instructions données par les diverses institutions. Mais ils Et peuvent retirer le diplôme si tu rates l'examen tous les 6 ans. alors, je ne pense pas qu'ils le retirent, mais non, non, non. En fait, ils ne le retireront pas, mais ils te demanderont de justement te mettre à jour tes compétences. Et dans la plupart des cas, c'est quelque chose qui est vraiment respecté par tous les pharmaciens parce que c'est très important. Tous les années, vous avez de nouveaux médicaments. Et si vous regardez aujourd'hui et il y a 15 ans, ce n'est pas c'est pas du tout les mêmes médicaments qu'on utilise. Et il y a des pharmaciens aujourd'hui qui sont en exercice qui l'étaient aussi il y a 15 ans. Donc, ils ont dû s'adapter aux nouveaux médicaments qui sortaient ainsi que les nouvelles directives données par les diverses institutions. Du coup, pour le DPC, en réalité, tous les pharmaciens le font même inconsciemment, que ce soit en travaillant dans une pharmacie, en parlant avec des collègues, etc. Mais ils sont tenus de passer une certification. Et cette certification, s'ils la ratent, je pense qu'ils doivent la repasser. En tout cas, dans le cours, on ne vous en parle pas plus en détail. Maintenant, on va voir les différentes sections de l'ordre des pharmaciens. Donc, vous savez que, il existe différents types de pharmaciens. Vous avez des pharmaciens qui travaillent dans les hôpitaux, des pharmaciens d'officine, etc. Et chacun de ces pharmaciens doit donc s'inscrire dans une des sections de l'ordre des pharmaciens pour pouvoir exercer. On a, donc ça, vous devez apprendre toutes ces différentes sections et les types de pharmaciens auxquels ça correspond. Donc c'est assez long, mais à force de répéter, vous allez voir que ça va facilement rentrer dans vos têtes. Donc la section A, ça va être ceux qui sont titulaires d'une officine. La section B, ce sont les responsables en industrie. Pour la section C, c'est les pharmaciens qui sont en distribution.
Les sections D pour les pharmaciens adjoints d'officine, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans l'officine, mais cette fois-ci qu'ils sont salariés et non pas titulaires. La section E pour les pharmaciens en outre-mer. La section G pour les pharmaciens en laboratoire de biologie médicale. Et enfin, la section H pour les pharmaciens des établissements de soins. Ça, c'est quelque chose à apprendre. Pour l'instant, il n'y a que la section A qui était tombée une fois au concours, mais on peut penser que tout peut tomber. Donc, vous apprenez tout. L'ordre des pharmaciens aussi promet un exercice en plein accord avec le code de déontologie des pharmaciens. Le code de déontologie, ça va être l'ensemble des règles éthiques et morales que doit suivre le pharmacien au cours de son exercice. Donc, c'est des règles euh, qui vont indirectement avoir une action sur les soins. On va demander, par exemple, aux pharmaciens de faire, d'être empathique envers son patient et de toujours tenir à lui expliquer la manière dont il doit prendre ses prescriptions, etc. Ça fait partie du code de déontologie. Il faut savoir que le code de déontologie, il existe pour chacun des professions. On a le code de déontologie des avocats, le code de déontologie des médecins, des policiers, etc. Et le code de déontologie, ça ne va pas être comment se comportent les pharmaciens, mais comment doivent se comporter les pharmaciens. Donc, en gros, c'est dans l'idéal, les pharmaciens, lorsqu'ils exercent leur métier, ils doivent être en accord avec ce code de déontologie. Maintenant, très important, la sécurité sociale. Elle a été, elle aussi, créée en 1945 et elle repose sur le principe de solidarité. C'est très important puisqu'on voit que la plupart, la grande majorité des Français payent des cotisations sociales et ces cotisations vont permettre notamment de, de protéger les citoyens vis-à-vis des aléas de la vie, que ce soit des maladies, etc. Le pharmacien il est directement concerné par cette branche de l'assurance maladie. Et l'assurance maladie, donc, on voit qu'il y a 90% de la population qui est assurée par le CAMTS, qui est la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Et en 2012, cette assurance maladie, elle représente presque 12% du PIB. Ça, c'est une force pour le système médical français. On a un système qui repose sur le principe de solidarité et qui vient en aide même aux plus démunis, qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir accès au, au système de santé, qui pourront justement l'avoir grâce à ce système. C'est un système qui est très convoité aussi à l'étranger, parce que c'est un système qui est vraiment très performant et qui marche très très bien. Et maintenant, on va venir donc, aux sources d'informations réglementaires et pharmaceutiques. Donc, vous avez le code de la santé publique. C'est un code qui va regrouper en fait les différents textes législatifs et réglementaires qui sont liés au domaine de la santé. Ça peut être par exemple le code de la santé publique, mais lié aux médecins, aux hôpitaux, aux pharmaciens, etc. On retrouve aussi le code de la sécurité sociale. C'est pareil que le code de la santé publique. On retrouve aussi des textes législatifs. Mais il y a une différence, c'est que cette fois-ci, on va aussi parler du cadre financier du système de santé. Donc, propre à la pharmacie, on a la pharmacopée. La pharmacopée, c'est un ouvrage réglementaire qui va définir les matières premières pharmaceutiques pour la préparation des médicaments. Donc, elle va définir les critères de pureté des matières premières, les méthodes d'analyse qualitatives et quantitatives pour les contrôler. Voilà, donc au niveau européen, on est à la 10e édition de la pharmacopée, tandis qu'en France, on est à la 11e édition de cette pharmacopée. Donc ça, c'est des notions qui ne sont pas très importantes à apprendre. Apprenez vraiment bien la définition de pharmacopée, c'est juste un ouvrage réglementaire. Et on vous dit que c'est la seule référence juridique. Ça, c'est très important à savoir. Donc, sur Internet, vous avez différents dictionnaires pharmaceutiques. Vous allez avoir, par exemple, le Vidal, dans lequel il y a les résumés des caractéristiques des produits. Et vous avez aussi des banques de données, comme la banque données de Claude Bernard. Pour les sites Internet, en France, il est interdit de commercialiser un médicament via Internet, donc de vendre un médicament sur Internet. C'est pour ça qu'il existe notamment le HON, donc le Health on Net. C'est une fondation, donc c'est une organisation qui n'est pas gouvernementale, donc non gouvernementale, mais qui est accréditée par le Conseil économique et social des Nations Unies. Euh, donc, cette HON, elle a pour objectif de fournir des informations pour les citoyens et pour aussi les professionnels de santé. Ils doivent fournir des informations les plus fiables et validées scientifiquement.
C'est pour ça qu'il existe un HON code. En gros, c'est une code de conduite qui est adressée directement aux sites qui vendent des médicaments. Donc, ça peut être des pharmacies sur Internet, etc. Même si en France, la vente de médicaments via Internet est totalement interdite. Et en gros, ce HON code, ça va vraiment être euh, euh, un critère de fiabilité lorsque un internaute va lire une page où on parle des médicaments. Et voilà, il est basé sur 8 principes éthiques. Bon, là, on ne vous détaille pas les principes sur lesquels il est basé. Là, on revient justement au DPC, c'est-à-dire au développement professionnel continu et à la recertification. Donc, le DPC, il fait partie des obligations du pharmacien et pour les professionnels de santé, le DPC est obligatoire. Ça permet de maintenir et d'actualiser ses connaissances et ses compétences pour améliorer aussi les pratiques. Donc, pour satisfaire son obligation de développement professionnel continu, le pharmacien doit, tout au long de sa carrière, suivre donc s'engager dans différentes formations qui vont lui permettre de toujours rester à jour au niveau vis-à-vis des médicaments et vis-à-vis des directives. Voilà, donc une fois que le pharmacien va faire des formations complémentaires pour faire son DPC, il va devoir recenser ses documents sur le site de l'ANDPC et aussi le transmettre à l'ordre des pharmaciens qui va vérifier justement que l'ensemble des pharmaciens ait les connaissances à jour. Voilà, et on en a fini pour ce cours. Donc, c'est un cours qui était assez simple. Je vous écoute si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui vous a posé problème sur le cours. Donc, si vous voulez, on va faire d'abord un rapide récapitulatif de ce qu'on a vu. On a vu dans un premier temps les ministères de la Solidarité avec donc, la DGS et la DGOS, à ne pas du tout les confondre, faut faire très attention. La DGS, elle se repose pardon, sur beaucoup de partenaires de santé, tandis que la DGOS se repose sur les ARS au niveau régional. Ensuite, on a l'ANSM. Donc, l'ANSM, c'est l'institution qui va viser à la sécurité du médicament tout au long de son cycle de vie, ainsi que l'obtention de l'AMM, donc la mise en vente de certains médicaments. Ensuite, on a la HAS, qui, elle aussi, comme on l'avait dit au niveau de l'ANSM, qui avait une commission de transparence. La HAS a aussi une commission de transparence. Cette commission va viser justement à donner un avis médical et aussi économique sur les médicaments qui ont obtenu leur AMM. On a ensuite l'Ordre des pharmaciens, donc, qui a été créé en 1945, qui, je le rappelle, n'est pas du tout une organisation administrative, mais elle a quand même un pouvoir qui n'est pas du tout pénal, mais un pouvoir au niveau de l'exercice de la fonction de pharmacien. Et en fait, la sécurité sociale, qui elle aussi a été créée en 1945, qui est très importante puisqu'elle permet aux citoyens français, donc à 90% de la population, de bénéficier d'un système de santé, malgré le fait que les coûts médicaux soient assez élevés, de rembourser une partie de ces coûts. Et enfin, on a vu le Code de la santé publique qui regroupait différents textes législatifs vis-à-vis du domaine de la santé et le Code de la sécurité sociale qui fait pareil en gros que le Code de la santé publique sauf qu'elle rajoute qu'elle a aussi une vision sur l'économie de la santé. Et enfin, donc on a parlé de la DPC, donc du développement personnel continu, où les pharmaciens sont tenus triennalement, donc tous les 3 ans, de remettre à jour leurs connaissances et tous les 6 ans de repasser une certification. Voilà. Donc l'année dernière, ce cours avait subi beaucoup de changements, mais en réalité, les informations les plus importantes ne changent pas du tout dans ce cours. C'est-à-dire que le prof va rajouter quelques détails par-ci par-là, mais sinon le déroulé du cours va rester identique. Voilà, donc on en a fini pour ce cours. Et j'espère qu'il n'était pas très compliqué et qu'il vous a plu. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous écoute si vous avez des questions. Pas de questions? Non. Ok, Si, bon. mais en fait, j'ai une question. Oui, je t'écoute. Euh, j'ai vu des fois, il y avait des chiffres comme des... Enfin, je sais pas si c'était des articles ou quoi. Faut savoir ça même. Enfin, faut... Alors, les articles, ils sont pas à connaître. Tu parles notamment, par exemple, des articles ici. Voilà.
Oui, Les voilà. articles. Le prof, l'année dernière, en faisant son cours, il a dit que les articles, il ne fallait pas les apprendre. Donc, vraiment, pour ce genre de cours, apprenez vraiment les principes des grandes institutions, quelques dates, notamment la date, par exemple, de la création de la NSM, qui est 2011, avec la loi Bertrand, mais n'apprenez pas les articles. Mais le prof, dans tous les cas, cette année, il va vous dire en cours si vous devez les apprendre ou pas. Mais en règle générale, vous n'allez pas à les apprendre. D'autres questions vis-à-vis du cours? Non, ça va. Ok, ça marche. Bon, ben, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Et c'en est fini pour le cours. Allez, ciao. Merci, au revoir. Au Salut. revoir. Salut.